serons en direct, bienvenue sur le Figaro TV, nous serons en direct du Val-de-Grâce dans quelques instants, derniers adieux, derniers hommages de ses fidèles à Jean-Marie Le Pen. Timothée Delhem et Sacha Bauduit sont sur place. C'est un évêque qui ne parle pas la langue de Buis, c'est en tout cas l'expression qu'il emploie. Monseigneur David Macaire, évêque de Fort-de-France, vient de signer un livre extrêmement vigoureux, Crise dans l'Église, scandale des abus, islam, son point de vue à suivre dans cette émission. Et puis auparavant, nous aurons le plaisir de recevoir Jean Sévilla qui vient de passer en revue un sujet qu'il connaît, qu'il maîtrise très bien, le terrorisme intellectuel. Il nous en présente les habits neufs dans ce nouveau livre. Point de vue, c'est parti. Et direction d'abord, comme promis, le Val-de-Grâce. Bonjour Timothée Delhem. Est-ce que l'hommage à Jean-Marie Le Pen est toujours en cours ? Son histoire, c'est celle d'un fils de marin pêcheur. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, on est à l'intérieur de cette cour face à l'église Notre-Dame de Val-de-Grâce. Et bien, cette cérémonie, cette messe de requiem en hommage à Jean-Marie Le Pen vient de se conclure à l'instant même. Nous sommes avec des centaines de fidèles qui sont ici et qui ont suivi cette cérémonie sur les deux écrans géants installés pour l'occasion dans la cour. À l'instant où je vous parle, c'est Marie-Caroline Le Pen, l'une des filles de Jean-Marie Le Pen, qui est en train de lire un mot d'hommage à son père, l'un des derniers hommages à son père, Marie-Caroline Le Pen, qui est présente avec ses deux sœurs, Marine Le Pen et Yann Le Pen. Elles sont arrivées ensemble tout à l'heure, juste avant le début de la messe, aux alentours de midi, aux alentours de 11h, pardon. Voilà, cette cérémonie qui est donc en train de se conclure. Un élément ici, c'est le monde, effectivement, on l'a dit, et vous le voyez sur ces images, beaucoup de monde qui ont pu suivre cette cérémonie à l'intérieur de l'église, 500 personnes, et à l'extérieur, au bas mot, plusieurs centaines de personnes ici, dans cette cour, et puis également sur la place attenante à cette église de Notre-Dame du Val-de-Grâce. Timothée, merci pour ces premières précisions. Peut-être une autre question, quid des conditions de sécurité ? C'est autour de ces grands rêves qu'il concevra sa vie. Eh bien, je peux vous dire, Vincent, qu'elles sont extrêmement strictes ici, comme vous pouvez l'imaginer. Pour ce qui concerne d'abord la presse, nous avions rendez-vous dès 9h ce matin avec deux fouilles. Nous avons été fouillés par deux fois, avec également un déminage de l'ensemble de notre matériel. Et puis, ça a été le cas également pour toutes les personnes qui se sont rendues ici et qui sont à l'intérieur de cette cour. Toutes les personnes présentes ici ont été fouillées ce matin. On a également vu des dizaines de cars de CRS avec de gros effectifs de police aujourd'hui pour l'occasion. Merci beaucoup Timothée Delhem, et puis on reviendra dans le courant de cette émission vers vous, et notamment si vous avez certains témoignages de fidèles ou bien de dirigeants du Rassemblement national. Bonjour Jean Sévilla. Bonjour. Quand on parle de terrorisme intellectuel, le nom de Le Pen n'est jamais loin, c'est un peu comme une forme française, une forme moderne du point Godwin. Oui, absolument. Le philosophe allemand devenu américain, Leo Strauss, avant-guerre, avait inventé la réduction ad Hitlerum, disant que dans les débats, c'était une façon de tout réduire à Hitler, une façon de diaboliser son adversaire. On a eu ça à partir des années 1980. Jean-Marie Le Pen a été un vecteur exceptionnel pour le terrorisme intellectuel, à savoir qu'il est devenu le grand Satan, l'homme infréquentable de la politique française, et être menacé de penser le pénisme, de l'eupénisation des esprits, de parler comme Le Pen, c'était la grande menace qui a d'ailleurs beaucoup intimidé la droite institutionnelle, qui s'est beaucoup auto-censuré sur la question de l'immigration. Si on parlait avec les députés du RPR à une certaine époque, ils pensaient à peu de choses près la même chose que Le Pen, mais il était interdit de le dire, et donc ça a freiné le système. Vous parlez justement dans votre dernier livre, qui est absolument passionnant, qui a un travail époustouflant. On va recevoir un évêque, mais vous avez fait un travail de bénédictin, encore une fois de plus. Est-ce que vous n'avez pas, à l'inverse, l'impression que ce terrorisme intellectuel, notamment sur les questions que vous venez de citer, on va y revenir, puisque vous y revenez longuement, notamment à la fin de votre ouvrage, mais n'avez-vous pas l'impression que un certain nombre de personnes maintenant ont passé outre
le terrorisme intellectuel et la menace d'être réduit à Le Pen, de reductio ad Le Penum, en revenant sur ces questions d'immigration et notamment d'islam, et aussi d'islam. Et bien sûr, ce sont les limites du terrorisme intellectuel. C'est un système qui consiste à cadenasser la pensée ou un petit milieu parisien au confluent du monde médiatique et du monde politique décide de ce qui est convenable de dire ou de ne pas dire et des pensées qui sont interdites ou non. Voilà. Maintenant, c'est un système qui a ses limites. Il y a un moment où on ne peut pas... il y a le choc du réel. Si vous voulez dire que l'immigration ne pose aucun problème en France quand les banlieues sont en feu, dire que l'insécurité n'est qu'un sentiment quand toute femme a peur le soir quand elle se promène dans la rue, il y a un moment, ça ne fonctionne pas. Est-ce que, d'ailleurs, il n'y a pas un autre aspect du terrorisme intellectuel qui sont ces trois niveaux de vérité? Je crois que c'est de Schumpeter. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle est combattue, et après, elle est présentée comme banale et comme évidente. Est-ce que, justement, sur les questions que vous évoquez dans votre livre, et en particulier à la fin de votre livre, immigration, islam notamment, et en particulier immigration, on n'est pas en train de vivre la troisième dimension du schumpeterisme, c'est-à-dire que aujourd'hui, on entend même Emmanuel Macron ou Gabriel Attal parler d'une évidence sur les problématiques d'immigration. Enfin, Gabriel Attal, c'est ambivalent. Alors, il y a des jours avec, oui, il y a des jours sans. Oui, mais de toute façon, il suffit d'interroger les sondages. Je veux dire, 70% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, mais cette proportion est encore majoritaire. Elle est minoritaire simplement chez les électeurs de la France insoumise, mais il y a 50... Elle est croissante, mais 51% des électeurs socialistes pensent aussi qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc c'est même pas une question de droite-gauche, c'est une évidence. Le problème est devenu non maîtrisé et les effets en sont délétères pour tout le monde, pour les Français, mais aussi pour les immigrés d'ailleurs. Si on revient à l'utilisation de Jean-Marie Le Pen comme épouvantail dans le cadre justement du débat et du débat intellectuel et du débat métapolitique en France, n'a-t-on pas vécu un exemple en particulier frappant dans les années 90, je pense que c'est en 1993, avec la parution d'un livre qui s'appelle « Voyage au centre du malaise français », écrit par le sociologue Paul Lyonnais, qui vient de la gauche, et à l'époque... donc Paul Lyonnais démonte et revient un peu sur les mythes fondateurs de la fondation d'SOS Racisme. Il cherche à démontrer que SOS Racisme, au lieu de lutter contre le racisme, est en train de créer un nouveau racisme en introduisant un concept qui n'a pas lieu d'être sur les discussions de nationalité, qui est le concept de race, et vous y revenez d'ailleurs dans votre livre. Et à l'époque, le Nouvel Observateur, à l'événement du jeudi, notamment dénonce le livre avec un titre « Quand les intellectuels », je pense que c'est le Nouvel Observateur d'ailleurs, avec un titre « Quand les intellectuels parlent comme Le Pen ». Oui, c'est malheureux. Paul Lyonnais, qui était un sociologue qui venait de la gauche, a eu la plus grande surprise du monde parce qu'il faisait une analyse sociologique. Tout simplement, il montrait que l'antiracisme, au fond, finissait par agir comme les racistes eux-mêmes, c'est-à-dire en introduisant le concept de race, là où il n'avait rien à faire. La question du flux migratoire est indépendante de la race. La nationalité n'est pas une race. La religion n'est pas une race. L'islam n'est pas une race. Etc. Donc, il a été victime de ce phénomène et il a été lui complètement diabolisé. Il était interdit dans le monde universitaire et donc sont victimes d'une belle campagne de terrorisme intellectuel. Et il a été pionnier de ce point de vue-là parce que c'est un homme qui venait de la gauche. Il a montré dès 1995, au fond, tout le racialisme, communautarisme qu'on a aujourd'hui, le wokisme, qui est un phénomène qu'on voit, qui est un phénomène des années 2020. Au fond, Paul Lyonnais l'a vu venir il y a 30 ans. On parlait de reductio ad Hitlerum ou de reductio ad Le Penum aujourd'hui. Le terrorisme, un des aspects du terrorisme intellectuel, c'est ça, c'est la simplification. Jean Sévilla. La simplification, la diabolisation, le manichéisme, l'opposition du bien et du mal, prendre une partie pour le tout. C'est un système assez complexe, mais qui consiste toujours, c'est le principe du terrorisme intellectuel, à éviter les débats de fond en discréditant son adversaire. Le terrorisme intellectuel, c'est un instrument qui consiste à ne pas poser les problèmes. On ne débat pas de l'immigration, on ne débat pas de l'insécurité, on ne débat pas des questions anthropologiques. On refuse de débat. On refuse de rentrer dans la sensibilité
Ce qui pose un problème d'ailleurs pour le journalisme. Si, par exemple, on prend la définition qu'en donnait Albert Londres, qui est de porter la plume dans la plaie, le terrorisme intellectuel, dites-vous, la première des méthodes, c'est de dire non, on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ça, et donc pour ne pas parler de ça, eh bien, on discrédite, on délégitime ceux qui veulent en parler. Voilà. Et donc c'est une façon de détourner la question du centre de l'affaire en détournant sur les personnes. Dans votre livre, vous rappelez que d'ailleurs l'antifascisme est un moyen de mettre en œuvre une forme de terrorisme intellectuel qui est, vous l'avez dit, la censure, mais aussi la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, oui, l'antifascisme qui était une création des années 30 par la propagande communiste, a été ressuscité à partir des années 80, donc à partir de l'émergence de Le Pen, du Front National, et toute la gauche a vécu sur cette mobilisation antifasciste, ce qu'on entend encore aujourd'hui. Or, on aura quand même ce prodigieux aveu qui est venu de la bouche de Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste, en 2007, au micro d'Alain Finkielkraut, qui a reconnu lui-même que l'antifascisme de l'époque de Mitterrand était du théâtre, il l'a dit, parce qu'il n'y avait pas de danger fasciste en France à l'époque. Le Front National n'a jamais été un parti fasciste, c'est un parti populiste, on peut discuter ses thèses, mais enfin, ça n'est pas un parti fasciste. Vous disiez en 1999, en 2000, lors de la première édition du terrorisme intellectuel, que finalement, le Front National avait montré un an auparavant, c'était en 1999, par la scission qu'il avait connue, que c'était un parti pas si offensif que ça. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que depuis, il a été 2 ans après, Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour, et ensuite, il ne cesse de progresser. Oui, tout à fait. Mais ce sont les surprises de l'histoire. Mais mon livre est daté. C'est un livre de 2000. C'est pour ça que j'ai repris. D'ailleurs, j'ai un peu changé le texte sur ce plan-là. En effet, il y a eu un moment où on a cru que le Front National se portait mal en point. Et la gauche elle-même disait on s'est enfin débarrassé de Le Pen. C'était le discours après la scission avec Bruno Maigret. Et puis, en effet, quelques années après, cette immense surprise du deuxième tour de la présidentielle de 2002 et cette séquence fantasmatique de la quinzaine anti-Le Pen, comme disait Philippe Muret, de l'entre-deux tours. Enfin, tout le monde savait que Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas gagner contre Jacques Chirac, mais on a surmobilisé la France entière contre un danger fasciste illusoire. Le danger fasciste, le recours à la rhétorique antifasciste, donc des éléments essentiels de ce terrorisme intellectuel. Peut-être un exemple récent, Jean Sévilla d'ailleurs, extrêmement récent, actuel, un commentaire après cet extrait du discours de politique générale de François Bayrou. On va l'écouter. En 1947 paraissait un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait « Paris et le désert français ». Je crois qu'aujourd'hui, il y a Paris, les grandes métropoles et le désert français, avec un gouffre à chaque étape. Le reste du tissu national, éloigné géographiquement, disparaît médiatiquement et politiquement. Voilà, donc après cette mention de ce livre paru en 1947, Paris et le désert français, un tweet. La citation a été reprise par un tweet qui a fait le buzz, où on peut lire Bayrou a cité un livre, et écrit en lettres capitales, un seul bouquin dans son discours, Paris et le désert français. Son auteur était un pétainiste qui a participé à une fondation consacrée à l'amélioration de la race humaine, entre guillemets, qui était la fondation Alexis Carrel. Le bouquin contenait des passages racistes ou favorables à des régimes dictatoriaux. S'ensuit un extrait de la fiche Wikipédia sur le livre et son auteur, qui s'appelle Jean-François Gravier, où il est notamment précisé ces passages au sein d'institutions et de revues vichistes en 1941-1942. Voyant ce tweet, notre confrère de Marianne, rédacteur en chef, Adrien Matou, tweet à son tour « Procédé de terrorisme intellectuel désormais répandu surtout à gauche, on ne peut plus faire une référence sans qu'un demi-habile vienne brandir l'intégralité de la biographie de l'auteur cité, puis en extirpe les pires aspects comme preuve d'infâme compromission fasciste. » Vous confirmez ?
Ah oui, je confirme. Je connais l'œuvre de Jean-François Gravier, qui était d'ailleurs issu de l'Action française. C'était pas un fasciste, c'était un monarchiste au départ. Et il a été un expert de les questions d'aménagement du territoire extrêmement reconnu et dans les années d'après-guerre et très longtemps dans les années 50, c'est un homme très important. C'est en effet prendre une partie de l'œuvre d'un homme, une pensée, un moment de son histoire pour essentialiser. C'est prendre la partie pour le tout. C'est une façon de diaboliser quelqu'un. Est-ce qu'une nouvelle forme du terrorisme intellectuel n'est pas, puisque vous parlez des habits neufs, le géopolitiquement correct, voir le monde sous la lunette manichéenne des gentils et des méchants? Là encore, on est dans un phénomène de simplification. Les gentils étant de préférence l'Europe, un monde sans frontières, avec une préférence pour une domination américaine, mais une domination américaine progressiste. Oui, il y a cette espérance-là. On avait eu dans les années 90 l'espérance d'une mondialisation heureuse. Malheureusement, c'est lié au fait que nous sommes un vieux pays un petit peu fatigué. On n'a pas envie... nos grands généraux nous avertissent que la guerre est un danger possible pour la France, mais nous sortons d'années à part même le terrorisme, on n'a pas envie tellement de l'affronter, au fond, ou de l'affronter par procuration. Voilà. Donc il y a des dangers qui peuvent menacer la France. Les Français sont guère préparés à un monde dangereux. Le terrorisme intellectuel, c'est disqualifier le contradicteur en le traitant d'abruti aussi. Éventuellement, oui. Enfin, il y a d'abrutis, mais c'est plus souvent, ça peut arriver, bien entendu, mais c'est plus souvent des qualificatifs politiques, quoi. Non, je dis ça parce que vous commencez en fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous reprenez les chapitres que vous avez écrits en 1999-2000 et vous en ajoutez 13 autres. Et le premier de ces chapitres ajoutés s'appelle « L'Europe avec ou contre la nation ». Et vous citez à cette occasion des propos qui ont été écrits ou proférés à l'occasion du référendum sur le traité de Maastricht en 1992, et vous les sortez d'un livre qui s'appelle Le bêtisier de Maastricht. Il y a cette question, on peut lire notamment cette phrase de Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, où vous changez d'attitude, où vous abandonnez la politique, ça c'est à l'adresse du camp du non. Il n'y a pas de place pour un tel discours, de tels comportements dans une vraie démocratie qui respecte, et c'est pour ça que je vous pose la question sur l'abruti, qui respecte l'intelligence et le bon sens des citoyens. Le terrorisme intellectuel, c'est une mise en valeur de soi. On est dans le camp du bien. Il y a le camp du bien qui suppose aussi le camp de l'intelligence. Les autres, en effet, sont ramenés au rang d'imbéciles. Est-ce que le wokisme est une forme de terrorisme intellectuel, et en quoi l'est-il ? C'est la forme ultime du terrorisme intellectuel. Oui, je pense. C'est la plus récente, ultimement, actuellement. Et puis, elle réunit beaucoup de choses. C'est une mise en œuvre, au fond, de la pensée 68, même si ça vient des États-Unis, mais ça vient des penseurs français, de la French Theory. Et puis, c'est le principe de la déconstruction. On déconstruit la nation, on déconstruit la famille, on déconstruit les identités. C'est l'idée d'un monde qui serait... Non, ça, j'entends bien... Jean Sévia, qu'il y a un phénomène de déconstruction. Mais vous pouvez avoir une déconstruction soft. Oui, mais il y a de la violence dans le wokisme. Il y a de la violence. Oui. C'est d'ailleurs une des nouveautés, je pense, du débat, du terrorisme intellectuel, c'est qu'il y a un durcissement du discours. Et cette violence, qui est une violence intellectuelle, une violence des mots, peut se transformer en violence physique. On a vu ça dans des affrontements à Sciences Po, etc., dans le milieu étudiant. Il y a un vrai... Mais de la castagne sur les idées, est-ce qu'il y en a pas toujours eu ? Il y en avait avant-guerre, il y en a eu pendant la guerre d'Algérie, il y en avait au début des années 70, quand j'ai été étudiant, j'ai connu cela, mais au fond, on avait un petit peu... Ça avait reculé. La castagne, c'était le droit commun, je dirais. C'était faire piquer son portefeuille dans la rue. Maintenant, il y a de la violence politique. Oui, il y a de la castagne politique, quand même, entre
l'extrême gauche et l'extrême droite, il y a toujours eu ça. Oui, mais je veux dire, là, il y a actuellement, ça dépasse même le niveau politique. Enfin, il y a une sorte de forme, cette racialisation, l'islamo-gauchisme est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il y a un nouveau antisémitisme derrière. Enfin, je veux dire, pour nos concitoyens juifs, il y a un vrai sentiment de danger, plus qu'à sortir de moi. Pardon, je emploie le mot inadéquat. Hein, il y a une réalité du danger. Donc, le terrorisme intellectuel peut se transformer en danger physique. L'islam et l'immigration sont deux thèmes de prédilection de ce terrorisme intellectuel. Oui, ça joue beaucoup, bien entendu. La question de l'islam, alors il faut le distinguer. Hein, je veux dire, l'islam et l'immigration, ne se confondent pas. Hein. Il y a des immigrés qui ne sont pas musulmans et des musulmans qui ne sont pas immigrés. Enfin, bon, faut pas confondre. Maintenant, la question qui est subtile, je reconnais, c'est on a toujours peur, pour ne pas stigmatiser les musulmans, de poser la question. Enfin, l'islamisme est un versant de l'islam, c'est une lecture de l'islam. C'est Rémi Braque qui le dit, qui est un philosophe très modéré, spécialiste de l'islam. Hein. Donc, c'est la question de savoir quel est le lien, quelle est la part. Alors, je suis tout à fait persuadé qu'il y a des centaines de milliers de musulmans qui vivent en France, qui vivent paisiblement leur religion. Maintenant, l'islam est une religion particulière. Ce que vous dites, ce qui est un problème, c'est qu'on ne peut pas discuter de l'islam. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on devrait pouvoir rationnellement discuter de ces choses, sereinement. Or, d'abord, c'est compliqué parce qu'on a peu de représentants du côté de l'islam eux-mêmes, les musulmans eux-mêmes, ils sont partagés, il n'y a pas d'autorité morale ou même pratique. La religion catholique est organisée avec une hiérarchie. On ne sait pas qui représente réellement l'islam, qui est à la fois une religion et une loi, donc c'est compliqué. Et puis, la question est tendue parce qu'on n'arrive pas à en parler rationnellement, calmement, alors qu'on devrait pouvoir le faire. Depuis 2000, date de l'apparition donc, de votre premier livre sur le terrorisme intellectuel, considérez-vous que le phénomène s'est aggravé ou a reculé ? Non, il s'est aggravé, il s'est durci. On assiste notamment à ce qui est assez... Ça existait avant, mais plus rarement, une judiciarisation du débat politique. Enfin, pour un mot qui est jugé malheureux par les professionnels de la vigilance, on peut être victime d'un procès. Est-ce à dire que les juges sont un des vecteurs de ce terrorisme intellectuel ? C'est pas les juges en choix, c'est la législation. Les juges, ils appliquent la législation. Or, on a une législation qu'on a tendue, notamment, enfin, la notion de racisme a été étendue de manière assez subtile à la question des mœurs, à la question des religions, ce qui me paraît relever d'un mélange des genres assez curieux, parce que un sexe n'est pas lié au racisme et je dirais une religion non plus. Mais donc il y a une extension abusive de la notion de racisme aux mœurs et à la religion qui fait que on peut être victime parce qu'on a dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de la pensée dominante, victime d'une menace de procès. C'est-à-dire que, par exemple, vous reprenez un peu la thèse que Philippe Muret avait traduit par un livre qui s'appelait La Cagophobe. Finalement, on a pris le combat, on a étendu la lutte contre le racisme avec les mêmes concepts, avec les mêmes méthodes à d'autres domaines. Vous le dites notamment aussi sur la question des mœurs, avec le terme même de genre, qui est un terme contesté et qui est imposé dans le débat public. Et imposé comme si c'était un concept scientifique. Et quiconque n'utilise pas ce terme, justement en utilisant l'argument que ce n'est pas un terme scientifique, eh bien, se trouve stigmatisé. C'est une nouvelle forme du terrorisme intellectuel. C'est une nouvelle forme du terrorisme intellectuel. Vous le définiriez comment, le terrorisme intellectuel ? Discréditer son adversaire, lui ôter le droit à la parole pour ne pas aborder les questions de fond. Le terrorisme intellectuel, c'est aussi de provoquer une réaction qui fait qu'on n'ose plus parler de peur d'être ridiculisé, insulté, disqualifié, bref, une autocensure. Une fois que quelqu'un s'autocensure, on peut penser que le terrorisme intellectuel a gagné. Ah bah ça, oui, absolument. Et c'est malheureusement sur la question de l'islam ou de l'islamisme, c'est extrêmement net dans le débat public aujourd'hui. Comment combattre, et ça sera ma dernière question, Jean Sévillat, et faire reculer le terrorisme intellectuel ? C'est un combat de tous les jours, c'est un combat à travers les mots, à travers la pensée. Il faut du courage, c'est pas la vertu souvent la plus partagée. Il faudrait aussi du courage au sommet de l'État, on n'a pas toujours ça. Voilà. Il faut de la lucidité, il faut de la connaissance historique aussi, il faut de la subtilité. On ne peut pas se contenter de slogans. Courage, se
travailler, cultiver et accepter de voir ce qu'on voit. Oui, c'est ce forme de Peggy. Merci beaucoup Jean Sévilla. Vous vous sentirez en tous les cas beaucoup plus intelligent et plus instruit et plus clairvoyant avec les habits neufs du terrorisme intellectuel, qui est le nouveau livre de Jean Sévilla et qui est aux éditions Perrin, avec une préface très intéressante également de Mathieu Bock-Côté qui vous rend hommage. Merci beaucoup Jean Sévilla. Dans un instant, Monseigneur David Macaire, l'évêque de Fort-de-France, est notre invité, mais en attendant qu'il rentre dans ce studio, on va retrouver Timothée Delem au Val-de-Grâce. Mais justement, Jean-Marie Le Pen avait des relations compliqué avec le clergé. Il était allié avec les dissidents traditionnalistes de Saint-Nicolas du Chardonnay, de la Fraternité Saint-Pédis, dont le fondateur et 4 évêques avaient été excommuniés par Jean-Paul II. Mais là, ce matin, apparemment, Timothée, pas de messe traditionnelle, pas de messe en latin, des prêtres de l'Église de France. Tout soldat porte dans sa giberne. Oui, tout à fait, Vincent, je vous le confirme. La messe qui d'ailleurs s'est terminée maintenant il y a une petite vingtaine de minutes ici, messe selon le rite dit de Saint Paul VI, le rite de Paul VI, c'est-à-dire la messe du Concile Vatican II. Cette messe qui a été célébrée par le père Christophe Kowalczyk, ancien aumônier militaire à la Légion étrangère, et il a d'ailleurs rappelé au moment de son homélie l'engagement de Jean-Marie Le Pen dans les forces de la Légion étrangère, notamment en Indochine. Voilà une homélie d'ailleurs très très émouvante. On a vu le prêtre qui a été très ému. Une émotion partagée également par les proches de Jean-Marie Le Pen. Vous le voyez peut-être d'ailleurs sur ces écrans derrière moi, ces 2 écrans qui ont été installés dans cette cour de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Une série d'interventions qui sont en train de se succéder. C'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui est en train de s'exprimer. Avant lui, il y a eu notamment Marie-Caroline Le Pen et ensuite Marion Maréchal qui a d'ailleurs été applaudi assez longuement à la fin de son discours, beaucoup d'émotions à chaque fois dans ces mots qui ont été prononcés. Il n'est pas prévu d'ailleurs que Marine Le Pen s'exprime aujourd'hui, en tout cas publiquement. Voilà, la cérémonie en tous les cas, la messe à proprement parler, est terminée depuis une vingtaine de minutes, et cette cérémonie d'hommage ici est en train de se poursuivre avec des interventions et des chants militaires. Nous venons d'ailleurs d'entendre le chant des parades. Merci beaucoup Timothée Delem. Qui aurait pensé un jour qu'un hommage soit rendu avec une messe en français des prêtres de l'Église de France à Jean-Marie Le Pen. Tout arrive. Bonjour Monseigneur Macaire. Y a-t-il un terrorisme intellectuel dans l'Église? Parce qu'on a eu Jean Sévilla. Non. Non, pas comme ça. Non. L'angle de but, c'est pas du terrorisme intellectuel. Si. Non, c'est autre chose. Terrorisme, faut être terrorisé. Alors, il y a une crainte. Il y a du courage dans l'Église. Il y a une crainte. Non. Oui, il y a du courage, mais bien sûr, il y en a aussi. Comme diraient les tontons flingueurs, il y en a aussi. Mais non, il y a une crainte de briser la communion. Vous voyez, vous m'invitez parce que j'ai sorti un livre là. Avant de l'écrire, ou plutôt, on m'a interrogé. Si j'ai parlé, c'est qu'on m'a interrogé. Avant d'accepter qu'il soit publié, il y a une sorte de crainte, la crainte de briser la communion, de fâcher certains, parce qu'on n'a pas envie, on n'est pas rentré dans l'église pour ça, on fait pas de la politique, c'est-à-dire que vous, journalistes, ou le public, le grand public... On n'a que du mauvais esprit, nous. Mais non, c'est pas du mauvais esprit, mais vous nous voyez comme... Un théologien de l'église, de Karel Journet, qui disait que le degré zéro d'étudier la vie dans l'église, c'était le degré journalistique. Donc... Oui, mais il en faut bien. Le zéro, ça fait J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, donc... Il faut bien, et puis ça façonne malheureusement l'esprit des chrétiens aussi. On a une façon de voir, nous, catholiques, mais y compris dans le clergé, quand je prêche, j'ai retraite de prêtre, une vision politique de la vie de l'Église, de la vie du monde. Alors qu'il faut une vision prophétique. Mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un terrorisme intellectuel? C'est votre question. Oui. On a toujours peur au moment où on parle de dire, mais si je dis ça, un tel sera fâché, mais c'est pas le but. J'ai envie de faire passer une vérité. Je vous fais une confidence. Alors là, c'est le rédacteur en chef qui vous parle, mais parfois avoir des prêtres comme ça pour parler à la télévision est très compliqué, parce qu'il faut demander alors effectivement à son évêque, qu'il demande au service de communication, etc. Je tiens à dire d'ailleurs, par exemple, là, les images à l'intérieur de l'hommage à Jean-Marie Le Pen, on ne peut pas les passer parce qu'il y a un embargo jusqu'à la fin de la cérémonie, ce qui ne se voit pas pour les autres d'ailleurs élus politiques. Donc il y a quand même
Il y a une question quand même qu'on se pose, c'est de façon d'ailleurs générale, alors par rapport peut-être au rapport aux médias, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement un trouillomètre par rapport à l'expression dans l'Église? Grave, comme dirait l'autre, oui. Mais pourquoi il y a ce trouillomètre? D'ailleurs, c'est une question qu'on aborde dans un des chapitres. Le Père Venard est un grand communicant, et certains communicants dans l'Église, d'ailleurs, se sont tus ou ne parlent plus. Encore une fois, parce que c'est délicat, on ne veut pas, il y a quelque chose, l'enjeu est grand, on ne veut pas détruire une certaine communion. Et puis, ce qu'on a à passer comme message est bien au-delà de messages politiques de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas, etc. On veut faire passer une vérité et rentrer en dialogue. En même temps, et c'est vrai, on a besoin de trouver des hommes et des femmes d'église, on en parle dans cela, hein, qui ont le courage de parler. Alors, de quoi ils ont peur? Vous allez me dire, on a peur, encore une fois, de froisser certains, parce qu'on n'aime pas, c'est pas l'ADN de l'Église d'entrer dans la polémique. Par exemple, le problème sur les réseaux, il faut y aller. En même temps, on est tout le temps dans la polémique, tout le temps dans le j'aime pas, je like pas, dans le kiffe, je kiffe pas. C'est pas trop, l'Église, elle communique sur le temps long, etc. Effectivement. Quand on regarde, puisqu'on va parler des questions qui fâchent, quand on regarde les circonstances du départ de Monseigneur Rey à Toulon, on est frappé je ne vous demande pas de revenir dessus, c'est pas que je fais de la langue de lui, mais je sais bien quand même que vous êtes tenu à un certain devoir de réserve, donc c'est pas ça que je vous demande. En revanche, la question que je vous pose, je suis plutôt arrangeant, la question que je pose, c'est quand on regarde les circonstances de ce départ, on est frappé par un phénomène. L'enquête, elle est faite par des évêques qui ont un bilan très maigre en termes de vocation dans leur diocèse. Est-ce que c'est la fin de l'élan missionnaire dans l'Église? Alors, vous parlez de devoir de réserve, c'est ça? C'est déjà une analyse que vous dites là. D'abord, je disais ce matin à une radio qui m'a invité, je disais, d'abord, Monseigneur Rey, c'est un ami, c'est même un mentor pour moi, quelqu'un qui est une très belle figure. Je suis pas le seul. Nous sommes nombreux dans l'Église de France et je crois que personne ne dénie le fait que ce soit un missionnaire exceptionnel et un pasteur qui est atypique. Mais ce que le bienheureux Carlo Acutis appelle un original, vous savez, il y a les originaux et les photocopies. Justement, est-ce que alors, c'est la question. Il n'y a pas une terreur contre les originaux dans l'Église? Oui, il peut y avoir cette terreur parce que l'originalité, elle peut être source peut-être pas de division, elle peut faire peur. Alors, on est toujours entre, d'un côté, l'original qui part dans son sens et la communion qui voudrait que tout le monde soit une photocopie. Alors, cela dit, Monseigneur Rey, que personne n'ignore l'admiration que j'ai pour lui à titre personnel et comme pasteur, après avoir vécu plusieurs années dans le diocèse de Toulon, juste avant d'être nommé il y a 10 ans déjà archevêque de Fort-de-France. Mais il ne faut pas avoir une démission ou un événement dans l'Église comme la démission d'un ministre ou d'un maire, ou etc. C'est pas... Oui, parce que là, dans l'Église, on demande à ce que vous démissionnez. Oui, voilà, déjà, parce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans le contrat quand vous travaillez dans l'Église, quand vous avez donné votre vie, qui s'appelle l'obéissance. Et je rappelle la sérénité extrême. J'ai eu Monseigneur Rey au téléphone plusieurs fois depuis ces événements. Il y a une grande sérénité. On est là pour servir Dieu dans une église avec l'autorité des autorités qui font des choix. On peut être contre, on peut être pour, mais d'une certaine façon, sincèrement, à part l'analyse, dire ah oui, mais pourquoi, etc. Ça vous amuse peut-être. Nous, on a toujours évidemment des petits commentaires. Non, ça nous interroge. Ça vous interroge. Je pense que ça interroge un certain nombre de gens. Bien sûr. Si j'en juge, puisque Monseigneur Rey a donné un interview exclusif au Figaro, et de commentaires que cela a suscité, et de commentaires d'incompréhension et j'allais dire d'indignation chez une partie des lecteurs du Figaro, n'étant pas originaire de Toulon, je regarde ça de loin. D'accord. Mais alors, un chrétien, il y a un machin, si j'ose dire, qu'on appelle la providence, et qu'on appelle le bon Dieu, pardonnez-moi Seigneur, mais qui fait que quand un événement comme celui-là arrive aussi, on a un regard surnaturel, ça s'appelle l'Église, c'est composé d'hommes qui font des erreurs. Moi, je suis le premier à en faire comme pasteur, comme responsable, je fais pas que ça, j'espère, et donc parfois, mais à travers cela, il y a quelque chose d'autre. Par exemple, Monseigneur Rey, on voit bien aussi le déploiement, pour le coup, on parle de lui, on parle de son bilan, de ce qu'il a fait, et c'est une bonne chose. Là aussi, à Toulon, je crois que
ils ont un bon évêque aujourd'hui qui est compatible avec ce qui se passe dans le diocèse. On peut rendre grâce à Dieu aussi pour cela. Vous voyez, tout ça est... Bien sûr, il y a un commentaire, mais c'est une bonne chose. On ne va pas parler que de Toulon, on va aller également regarder ce qui se passe à Fort-de-France, parce qu'il y a des choses très intéressantes. En revanche, question d'actualité. Chaque jour apporte son nouveau lot de témoignages accablants sur l'abbé Pierre. Comment réagissez-vous ? L'abbé Pierre, c'est loin, c'est un personnage historique, c'est un personnage aussi, bien sûr, de l'Église. On peut dire qu'à l'époque, il y a une forme de terrorisme intellectuel, j'ai l'impression, dans tous les débats, on l'a complètement oublié, mais en fait, il était de consensus, et en particulier, il y avait un consensus médiatique, qu'il fallait déjà canoniser l'abbé Pierre, qui faisait partie du camp du bien, et ça, on ne pouvait pas le dire. Donc ça, effectivement, j'ai l'impression que ces adeptes, en tous les cas, les adeptes de ce discours l'ont complètement oublié, en tous les cas, sont devenus aphones. Parenthèse. Personnalité, préférée des Français, etc. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas plus de commentaires que les autres. Ce que je sais, par contre, là aussi, c'est une question qu'on aborde dans cette réflexion, dans ce dialogue, dans cet échange, parce qu'on nous a interrogés, un journaliste nous a interrogés avec l'abbé Venard, c'est que ça change toutes ces révélations. D'abord, l'Église a fait le travail, elle a fait le job, elle a osé déballer, elle a osé y aller. Bon, on va pas crier, encore une fois, se satisfaire d'une situation qui est terrible. Elle n'est pas, de ce point de vue-là, pire que les autres. Par contre, on attendait mieux des chrétiens et notamment des prêtres. Et donc, on attendait d'être mieux que les journalistes, que les instituteurs, que les profs, que les artistes, etc. Bon, visiblement, c'est pas pire qu'ailleurs. Mais on attendait mieux. Et l'Église a essayé de faire de son mieux. Elle n'a pas essayé, elle a fait de son mieux. J'en suis témoin dans la conférence des évêques de France pour prendre en compte et pour faire en sorte que notre Église soit un lieu sûr. Donc, accompagner les victimes, libérer aussi la parole, écouter ceux qui ont quelque chose à dire. Donc là, aujourd'hui, que la vérité se fasse sur un personnage comme l'abbé Pierre, écoutez, c'est tant mieux pour les personnes qui ont besoin de cet accompagnement et tant mieux aussi pour la vérité. Par contre, n'oubliez pas que ça change aussi notre rapport, nous les prêtres, le petit curé qui est en Provence ou à Paris, le grand curé de Paris, ça change quelque chose dans son rapport aux personnes parce que du coup on va affubler les prêtres. C'est ce que disait Jean-Marie Guénois il y a déjà 15 ans, pour un prêtre qui pêche, il y en a 10 qui souffrent. Vous dites que les prêtres sont peut-être 200, oui. Vous dites que les prêtres sont en souffrance. On a vu le curé Père Mathieu, le curé TikToker quitter le sacerdoce, des prêtres qui se suicident. Quelle est l'ampleur de cette souffrance aujourd'hui dans l'Église de France ? Faut pas trop exagérer non plus. Là aussi, il ne faut pas que, c'est une expression qu'utilise le Père Venard, qu'un arbre cache la forêt. Il y a quand même des suicides des suicides. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est dans un monde, c'est le reproche que je voulais, pas reproche, mais la remarque que je voulais vous faire, dans un monde qui est un petit peu, à la fois obsède, qui déballe tout, qui n'est pas un monde qui il y a plus de discrétion, il y a une impudicité, on montre tout. Bon, il n'y a pas de discrétion, mais jusqu'à présent, on a quand même mis pas mal d'affaires sous le tapis, donc c'est pour ça quand même que on se permet de poser les questions. Mais tant mieux, c'est ce monde, c'est l'histoire de ce monde. Non, mais du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Quand on compare, mais est-ce que c'est nouveau ? Est-ce qu'il y a plus de souffrance qu'avant ? Vous dites aujourd'hui, ils souffrent. Ça veut dire qu'hier, on ne souffrait pas. Vous faites tout un chapitre sur des prêtres en souffrance. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Je fais un chapitre sur les prêtres en souffrance parce qu'il y a eu un rapport l'année dernière ou il y a 2 ans sur la santé. La santé des prêtres. Donc ça vaut la peine que nous comprenions tous ensemble, qu'on réfléchisse, comme évêque, comme prêtre pour l'abbé Venard, puis le journaliste qui nous a interrogés sur la question. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a plus qu'avant, plus de souffrance ? Je crois que oui, parce que c'est le cas aussi de beaucoup de métiers, entre guillemets, de professions qui sont au service des autres. Demandez aux médecins. Aujourd'hui, je vois les médecins qui se font injurier, qui démissionnent, après des années d'études, qui disent « j'en peux plus, je laisse mon métier des avocats », etc. Bon, donc aujourd'hui, les personnes qui sont au service des autres, c'est pas la même chose pour les prêtres ou des médecins, etc., mais c'est comparable de ce point de vue-là, c'est un moment... c'est difficile. C'est difficile. Or, il y a quand même des garçons qui donnent leur vie aujourd'hui, qui sont prêts à le faire, à donner leur vie, et ils se lèvent tous les matins pour créer un peu plus de communion. Et je vais vous dire, c'est important quand même. Je crois que vous parlez ici, j'imagine, de tous les problèmes de la France, etc. Moi, je reste persuadé, peut-être parce que je suis formaté, je suis un bon chrétien, je le vois en Martinique et ça marche, c'est que si les Français se levaient le dimanche matin pour aller à la messe, ça dure 1 heure et demie, ça irait mieux.
Et les curés, ils sont conscients de cela, parce que leur métier, entre guillemets, leur mission est là pour le bien des autres. Ils font pas ça pour gagner de l'argent parce qu'on gagne rien. Ils font pas ça pour être plus épanoui, plus heureux. Dans d'autres pays, ils sont payés, mais pas en France. Pas en France, mais pas tant que ça, par rapport à ce qu'ils auraient pu être. Mais précisément, une petite question, est-ce que la foi est plus présente justement en Martinique et en Guadeloupe ? La foi, oui. Après, pourquoi ? Pour bien des raisons. La foi, oui, il paraît évident de croire. L'Église n'est pas excommuniée comme elle est excommuniée ici. Elle est excommuniée de la culture, elle est excommuniée du monde des médias, de ceux qui donnent leur avis. Hein. Parce qu'il y a une appétence plus forte pour les questions religieuses, par exemple, des populations ultramarines, et en particulier guadeloupéennes, martiniquaises, puis après caribéennes également. Bien sûr, nous nous posons les mêmes questions qu'ici. C'est le même monde avec peut-être un peu plus. Avec les mêmes médias et les mêmes questionnements, mais aussi nous savons ce que nous devons à la foi et à la foi chrétienne en particulier dans notre histoire personnelle, dans la libération, la résilience. Alors, il y a certains qui remettent en cause aussi cette foi chrétienne, mais le peuple profond et depuis des siècles sait ce qu'il doit à la foi dans son anthropologie, parce que si on n'a pas la foi, on désespère profondément de l'homme, on désespère de la société. Notre société française, si elle oublie la foi, elle va pas se comprendre, elle ne se comprend plus. Dans ce livre, d'ailleurs, je pense qu'il y a une séparation de l'État et de l'Église, mais en fait, il y a un divorce entre la société et l'Église. Et je pense que celle qui a plus à souffrir, c'est la société, celle qui va le plus souffrir. Alors, justement, 2 dernières questions rapidement, monseigneur. Jérôme Fourquet note dans son dernier livre l'effondrement de la pratique du catholicisme et la baisse du nombre de baptêmes. Dans son livre, Jean Sévilla, d'ailleurs, qu'on vient d'entendre, cite une étude prédisant que l'islam peut devenir la première religion en France d'ici 15 ans. Comment vous répondez à ce défi ? Et comment vous répondez à l'islam, qui paraît quand même un impensé parmi la langue de Buis, qui est un thème de choix de la langue de Guy. Alors, plus ou moins, parce que certains sont spécialistes de l'islam, certains y travaillent, mais c'est vraiment pas mon cas. Vous verrez que je suis assez faible sur la question, donc je ne vais pas me lancer non plus sans faire de la langue de Buis. J'avoue que... D'ailleurs, ça m'intéresse. Donc, vous ne faites pas de langue de Buis sur l'islam. Par contre, vous pouvez... Moi, je compare dans la réflexion que j'ai au mouvement évangélique, qui est beaucoup plus... qui est un peu le même phénomène mais aux Antilles ou dans nos banlieues en France. Il faut balayer devant sa porte. Encore une fois, moi, je n'ai pas à regarder ce que fait l'islam ou les évangéliques, etc., qui sont mes frères, les uns et les autres, de façon différente. Est-ce qu'ils ne sont pas forts de vos faiblesses, de vos abandons ? Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et c'est exactement... C'est l'expérience que j'ai eue dans mon enfance et mon adolescence. Lorsque l'Église n'annonce pas le Christ, ne donne pas de vivre une expérience très forte de la foi, l'expérience surnaturelle, lorsque l'Église ne s'attache pas à donner une expérience très forte de la communauté, la dimension communautaire lorsqu'on est un peu des étrangers entre nous en allant à la messe, lorsque les pasteurs ne sont pas disponibles, visibles dans la communauté, que tout commence à se déliter. Quand le pape François, certains critiquent, je me demande, quand on est catholique, on ne peut pas critiquer le pape, mais enfin bon, passons... On ne peut pas critiquer le pape ? Non. En tout cas, on peut se poser des questions, mais se poser systématiquement... Forcément être obligé, par exemple, d'être d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit en matière d'immigration, en étant catholique. On doit y réfléchir. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être d'accord, etc. Et puis, des fois, le pape a des positions plus politiques. Mais quand il prend une décision pastorale, on le suit. On est catholique, ça s'appelle être catholique. Point à la ligne. Et puis, oui. Une dernière question, je suis désolé parce qu'il faut qu'on... oui, voilà. Je vous coupe la parole, je suis mal élevé, mais je suis journaliste. Mais une question, pourquoi vous êtes devenu prêtre, monseigneur Macaire ? Parce que le bon Dieu m'a appelé, parce que j'ai fait une expérience très forte de l'Église, du Christ d'abord, dans ma petite vie, dans ma vie de jeune adolescent plutôt, et puis ensuite de l'Église, très forte, et puis finalement je me sentis totalement appelé à donner ma vie. Et ce serait aujourd'hui, je recommencerais. Évêque non, mais prêtre oui. L'Église rentre dans une année spéciale qui est l'année du jubilé, et l'année du jubilé, sur le thème de l'espérance, un argument, un seul, pour inviter les gens qui nous regardent à rentrer dans cette espérance, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Alors ce serait un argument, vous me prenez par surprise, mais c'est un argument par l'absurde. Si on ne rentre pas dans l'espérance, on rentre dans les ténèbres.
Si on n'a pas l'espérance du Christ, du salut de l'homme, si on n'a pas cette vision de l'homme, d'ailleurs, vous êtes parti tout à l'heure sur la question des abus, c'est très intéressant de se dire que si on annonce l'évangile, si on annonce le Christ, c'est pas au nom de notre propre perfection. C'est pas parce que je suis au-dessus de vous que je dis, écoute, fais le bien, ne trompe pas ta femme, ne fume pas, ne te drogue pas, ne tombe pas dans les débauches, ne fais pas ceci, je vous donnerai des leçons. C'est pas parce que l'Église ou que le personnel de l'Église serait au-dessus, c'est parce qu'il est envoyé pour dire une vérité, envoyé par Dieu, envoyé par le Christ pour donner une vérité. Et donc quand on n'entre pas dans cette vérité qui vient d'ailleurs, mais qui est au-dessus de nous, mais qui donne du sens profond à notre existence, du coup, on regarde à l'horizontale et finalement ce monde au niveau politique, scientifique, commerce, économie, on va pas très loin. Comme disait Henri Salvador, mon compatriote, au niveau de la montée des prix de la population, c'est pas la joie. Juste peut-être encore une question, c'est sur la piété populaire. Le voyage du pape François en Corse a été un succès. Vous êtes dominicain, c'est un ordre très intellectuel. Oui. Est-ce que cette piété populaire qu'on célèbre aujourd'hui n'a pas été sacrifiée pendant de longues années par une forme d'intellectualisme? Tout à fait, de cérébralisme, même, notamment dans la liturgie. Moi, j'aime bien la liturgie lorsqu'elle touche la chair, lorsqu'il y a de beaux chants, etc. Lorsqu'on a été minimaliste, on a été très intellectuel, et je pense qu'on a perdu des hommes et des femmes qui ont envie aussi, dans leur religion, de toucher, d'entendre, de voir de beaux vêtements liturgiques, etc. Voilà, c'est très, très important. Oui, et tant mieux que le pape François nous dise d'y revenir. En matière de vêtements liturgiques, vous êtes plutôt réouverture Notre-Dame ou pape François en Corse? Les deux, mon colonel. Oui, je suis bien, je suis bon évêque. Belle langue de bue, ça. Non, pas du tout, c'est sincère. Libre propos sur l'Église. En tous les cas, là, c'est pas de la langue de bue, je peux vous dire. Monseigneur David Macaire avec le père Christian Vénard, c'est vraiment absolument passionnant. Qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, c'est vraiment à lire. Libre propos sur l'Église, c'est aux éditions Artege. On va retourner au Val-de-Grâce, retrouver Timothée Delem. L'hommage, semble-t-il, est terminé, Timothée, mais il a été suivi par le journaliste qui suit ces questions et le Rassemblement national et l'extrême droite au Figaro, Paul Le Bachet. Absolument, Vincent. Cet hommage, comme vous l'avez dit, est en train de se terminer. Ça y est, il est terminé. L'église du Val-de-Grâce est en train de se vider petit à petit avec ces centaines, peut-être même ces milliers de fidèles. C'est peut-être la première chose qu'on peut dire, Paul, pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Le Rassemblement national a annoncé des milliers de personnes. C'est vrai qu'en tout cas, il y avait beaucoup de monde ce matin. Il y avait au moins 450 places à l'intérieur de l'église même. La place pouvait en contenir presque 4 fois plus. Elle n'était pas totalement pleine, mais il y avait quand même pas mal de gens. Il y avait encore des gens qui étaient aussi devant le parvis, derrière les grilles, dans la rue. Donc ça a quand même un événement qui a rameuté pas mal de gens. Alors, beaucoup de monde présent. Il y a aussi des persona non grata ici. Et c'est le cas, par exemple, de Dieudonné. On en a beaucoup parlé. Il a été aperçu, mais il a été refusé. L'entrée lui a été refusée. Exactement. Alors, et fatalement, c'était un peu d'ailleurs le risque que voulait éviter la famille Le Pen, d'avoir ce genre de personnes présentes à l'hommage. Donc il y a eu Dieudonné, il y avait aussi à un moment donné Alain Soral qui avait fait comprendre qu'il voulait venir, mais on l'a pas vu. Il y a eu d'autres personnalités encore plus sulfureuses qui sont restées aux abords de l'église. Je pense à Yvan Benedetti, il y a aussi Thomas Joly, il y a aussi malheureusement pour la famille Le Pen le directeur de Rivarol, Bourbon, mais eux sont complètement restés à l'écart de l'hommage. Ils n'ont pas pu rentrer dans le parvis ni dans l'église. Alors, ce qui s'est passé ensuite, donc cet hommage, cette messe qui a duré environ 1 heure, et puis ensuite ces quelques mots, je voudrais qu'on en parle ensemble, Paul, parce que c'est vrai que vous suivez ces questions de près. Il y a eu des messages, notamment des messages politiques, et je pense particulièrement à Marion Maréchal Le Pen. Que pouvez-vous nous en dire? Alors de toutes les personnes qui ont parlé, ils étaient 4 en fait. Il y a eu d'abord Marie-Caroline Le Pen qui a parlé, où là on sentait que c'était l'hommage de sa fille à son père, donc c'était plus émouvant que c'était assez émouvant. Et ensuite il y a eu donc effectivement Marion Maréchal qui elle s'est emparée un peu du sujet politique, a pratiquement fait un discours politique de meeting, de réunion publique, où elle a salué le courage de son père, ses idées, et aussi un peu
parlait finalement un peu de l'avenir, de ceux qui continuent le combat. Et elle a beaucoup parlé du pardon, de la réconciliation. On avait l'impression qu'elle parlait un petit peu d'elle. Je pense que c'était un peu le cas. Où finalement, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, au moment des élections européennes et même pendant les élections législatives, lui est venue cette idée que le pardon était quelque chose d'assez fort dans la famille Le Pen. Et effectivement, on voit bien que depuis quelques mois, en fait, dans le clan Le Pen, qui est arrivé tous ensemble à 10h45, juste avant le début de la messe en hommage, et il y a moins de conflits. Il y a moins de conflits politiques, personnels. Alors la situation est très différente d'il y a quelques années, mais que tout le monde se retrouve aujourd'hui, et dont Marion Maréchal Le Pen qui avait quitté le parti en 2017. Ça, c'est quelque chose pour vous qui suivez ces questions de près en dehors de cet hommage, que vous observez, on se parle notamment entre Marion Maréchal et Marine Le Pen. Il y a des ponts qui se créent. Il y a des ponts qui se sont recréés entre les deux personnalités, des ponts personnels, notamment au moment où Jean-Marie Le Pen avait commencé à voir sa santé décliner. Ça a rapproché beaucoup le clan Le Pen. Des ponts politiques encore un peu distendus, parce que Marion Maréchal Le Pen n'est pas revenue au RN. Elle a créé son propre parti, sa propre famille politique. Elle trace son chemin aussi de son côté. Mais on voit bien qu'il n'y a plus autant de frictions, de conflits, de menaces entre les deux, et que du coup tout le monde se range un peu maintenant derrière Marine Le Pen en réalité. Un mot, Paul, pour conclure très rapidement sur quand même ce qui restera finalement de Jean-Marie Le Pen. On le voit ce matin, cet hommage avec des milliers de personnes, avec ce recueillement, mais il y a également le pendant, avec également ces rassemblements de personnes qui se sont réjouies de la mort de Jean-Marie Le Pen, de ce provocateur. Que retiendra-t-on finalement de cet homme ? On peut retenir quand même que c'est l'homme qui a permis à la droite nationale, qui était à la marge du champ politique en France, de revenir au centre du jeu. Ça a été un combat très long pour eux. Presque 50 ans de combat politique, puisque le Front National a été créé en 1972, et que c'est pas avant 2002 finalement que le tremblement de terre est arrivé et qui perdure encore aujourd'hui. Et donc son héritage, c'est d'avoir à la fois permis à toutes ces différentes familles de la droite nationale, qui sont très diverses et parfois trop différentes pour vivre ensemble, d'être réunies sous un même pavillon, d'avoir pris une place dans la 5e République française, même à la marge. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le combat de Marine Le Pen, il y a un peu de continuité, même si son idéologie est un peu différente. Mais sans le FN, il n'y aurait pas de RN aujourd'hui. Merci beaucoup Paul Le Bachet. Voilà Vincent pour ce que nous pouvions dire ici depuis la cour extérieure de cette église Notre-Dame du Val-de-Grâce, qui est en train petit à petit de se vider. L'église du Val-de-Grâce, effectivement, qu'on recommande à la visite, qui est magnifique et qui est effectivement une église qui peut-être évoque le passé militaire de Jean-Marie Le Pen, qui a été également officier parachutiste. Vous pouvez retrouver également sur le site du Figaro le dernier interview que nous avions fait pour le Figaro Live avant les 90 ans de Jean-Marie Le Pen, où il annonçait qu'il était tout à fait susceptible de se réconcilier à l'époque avec sa fille. Merci beaucoup. Et il nous dit qu'il avait pensé également à son épitaphe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec Timothée Delem, ici même heure, même endroit.